Je m'appelle Bieler Auguste. Alors mon nom c'est Duda Yvonne. Et j'avais 10 ans au moment de l'évacuation. J'en avais gros sur le cœur, hein, ça je peux vous le dire. Hein. C'est pas seulement mes parents, les autres aussi. Hein. Je devais quitter la maison et la région. Et je me souviens partir avec les baluchons. De village en village, hein. Le premier coup de canon de la guerre, on l'a entendu le matin. On a été vraiment dispersés. Et la grande tristesse, évidemment, c'était qu'on allait vers quelque chose d'inconnu. Le 1er septembre 1939, et un monsieur, certainement commandité par la sous-préfecture ou par la mairie, qui est venu chez nous. Il a dit à mon père, Frédéric, c'est l'heure, il faut partir, rendez-vous à la gare dans 1 heure. C'est le garde champêtre du village qui a donné l'alerte sur le coup de midi. Et il fallait partir à 17h du soir. C'était un vendredi, 1er septembre 1939. Il y avait dans chaque village un policier qui allait de rue en rue. Et c'est lui qui a fait l'annonce de la guerre. Et que nous devions partir le même jour, le soir encore à 11h, le 1er septembre 1939. Il y avait les bruits de guerre, alors tout le monde se disait déjà on est obligé de partir parce qu'on était devant la ligne Maginot. L'annonce de l'évacuation est évidemment tombée brutalement et on n'avait que quelques heures pour se préparer, mais ce n'était pas franchement une surprise. Il y avait eu une première alerte en 1938 au moment des accords de Munich, où les préparatifs avaient déjà été faits par le gouvernement pour un endroit bien précis, la Vienne aussi. Et puis ça n'a pas eu lieu. Et là, on n'a pas tellement pris ça au sérieux non plus. Hein. Tout d'un coup, quand Hitler a envahi la Pologne, évidemment, la guerre a été déclarée 3 jours après, le 3 septembre. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ça y est, maintenant, c'est parti pour de bon, malheureusement. La plupart des habitants de Sarreguemines ont été évacués le 1er septembre 1939. Mais 2 jours avant, l'hôpital de Sarreguemines a été évacué par un train de voyageurs, tandis que nous, on a été évacués avec des wagons à bestiaux. Les gens étaient affolés, non pas qu'ils couraient à droite et à gauche, mais ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quoi emballer, quoi emmener, puisqu'on était limité au point de vue bagages, etc. On avait à la maison une autre charrette qui servait à transporter le lait, qui était couverte. Alors c'était avec celle-là qu'on partait, on avait nos affaires là-dedans. On était à 11 dans la charrette. Et je me souviens partir avec les baluchons. Donc j'avais une sœur qui était née en 30, donc qui avait 2 ans de plus que moi, et mon frère qui était né en 31. Et je nous vois aller à la gare à Pâques prendre le train. C'était quelque chose. On ne comprenait pas. Il fallait tout laisser. Surtout les vieilles gens. C'était terrible. Nous, on ne comprenait pas encore tellement, on était jeunes. Moi, comme enfant, 6 ans, c'était pas tellement grave, c'était comme une aventure, quoi. Pour nous, les jeunes, c'était plutôt un départ en vacances. Mais les gens âgés, ils sont criés, ils sont pleurés. Mais il fallait qu'on parte, hein. Vous savez, à l'époque, on n'a pas réfléchi comme maintenant. On ne s'est pas posé de questions. Il n'y avait rien de bien défini. Et quand c'est qu'on reviendra, et que ça va donner, est-ce qu'on sera tous là encore? On ne savait pas à quoi ça rimait, parce que la guerre n'était pas encore déclarée, on ne savait rien du tout. La grande tristesse, évidemment, c'était qu'on allait vers quelque chose d'inconnu. On n'a pas pu refuser, il fallait partir. On nous a dit que ça dure quelques semaines, mais tout le monde savait que c'est pas vrai, hein, que ça dure certainement plus longtemps. Le moment du départ était très pénible. Bon, les parents ne le montraient pas tellement, mais on le ressentait quand même. Les vieilles personnes, eux, ils ont été transportés en autobus, mais tous les autres, à pied. Les voisins étaient déjà partis depuis longtemps. On se sentait vraiment un peu isolés et seuls, en train de se demander ce qui allait venir. En tant qu'enfant de 10 ans, on ne réalisait
pas tellement, mais pour les parents, c'était quelque chose de très pénible. L'atmosphère était pesante à ce moment-là. Combien de temps ça va durer? Où c'est qu'on va aller exactement? On nous avait dit la Vienne, on n'arrivait même pas très bien à la situer. Moi, je ne peux pas dire que j'avais peur. J'étais avec maman, papa était de service et il n'est retourné que le lendemain, le samedi matin, à la maison. On ne l'a pas revu pendant un bon bout de temps, papa. C'était triste. On pleurait, on criait. Les personnes âgées, comme nos parents, avaient triste mine. Hein. Vous laissez tous nos meubles, tandis que nous, les jeunes, c'était une vraie aventure. Pour les parents, c'était terrible parce qu'il fallait lâcher tout le bétail dans la nature, abandonner tout, laisser autant que possible les portes ouvertes pour qu'il n'y ait pas de fracture du domicile. Quand les cloches ont sonné, on était dans les champs, quoi. On faisait le regain. Et quand ça a sonné, on est rentré à la maison. Et à la maison, on avait une charrette qui était préparée là aussi pour partir. Mes parents ont tout de suite préparé ce qu'il fallait, une petite valoche avec un peu de matériel, etc. On a mis des affaires dans des sacs et mon père et ma mère ont préparé du pain parce qu'il était dit que le voyage durerait plusieurs jours. Ça a été assez, comment dirais-je, assez vite et assez dur. Les jeunes, on est rentrés au milieu du village, on s'est rassemblés justement pour aller cueillir les vaches. Et les autres sont partis en Charente. On attelait une vache et un cheval pour aller au champ, mais on n'avait qu'un seul cheval. Donc c'était prévu qu'on récupère un deuxième cheval pour qu'on ait un attelage complet pour prendre la route avec une quinzaine de personnes à bord de notre charrette, des charrettes à roues cerclées qui faisaient beaucoup de bruit sur le béton. Les charrettes étaient prêtes, les chevaux étaient répartis. C'est-à-dire voir que il y avait des gens qui avaient 3 chevaux, ils en ont prêté un à ceux qui n'en avaient qu'un, de manière à ce qu'il y avait 2 chevaux à chaque charrette. Il y avait 45 charrettes tirées par des vaches et 10 par des chevaux qui sont sortis l'une derrière l'autre. À Rochemara, il y a une boulangerie, c'est là qu'on devait se rencontrer, qu'on devait venir, et on nous a mis sur les camions. On est parti à pied, avec une bicyclette. On avait les pactages dessus, le plus lourd sur la bicyclette qu'on poussait. On est parti à pied. Mes parents avaient une petite charrette qu'on tirait avec un manche. Et on avait rempli ça avec le strict nécessaire, des habits et puis de la nourriture. Sur le haut de la charrette, on avait mis quelques pots de foin et de l'avoine pour les chevaux. Et on avait en même temps encore une vache qui était derrière la charrette pour qu'on ait du lait. On n'avait pas le droit d'emporter beaucoup de choses. Je crois que c'était 30 kilos en tout. Et le reste, on a dû laisser à la maison. On nous a annoncé qu'il y avait un train qui nous attendait là sur le quai militaire. En arrivant à la gare, on voyait déjà les quais de la gare qui étaient noirs de monde. On était alignés en rangée de 4 sur les quais, avec pactage sur le dos, les valises, et les sacs, et tout ce qu'on avait, les baluchons. Les pompiers nous commandaient ça. Voilà, vous mettez là, vous mettez là, vous mettez là. Et puis, à fur et à mesure, on est monté dans les wagons. Et les personnes âgées, comme mes grands-parents, sont partis en voiture. Dans les wagons de voyageurs, ils ne pouvaient pas s'allonger. Tandis que dans les wagons bestiaux, on pouvait s'allonger sur la paille. On avait assez de place pour dormir. On est parti le soir à 8 h. On a marché toute la nuit jusqu'à la commune de Guinglanche, où il y avait une grande prairie. Tout le monde était archi fatigué. On s'est tous couchés dans une prairie pour récupérer un peu. On est parti avec les vaches de Roulin à Lixin, Pousspac, Tentling, Dieblen. On était évacué avec la commune de Nouswiller. On est parti de Cadbronn presque à la tombée de la nuit. Le temps n'était pas mauvais. À Nouswiller, on a fait une petite pause pour laisser partir tous les gens de Nouswiller. On a traversé le village de médecins qui était déjà évacué. On a pris la route en direction de Bouzonville, ça je me souviens vaguement. Après la nuit est tombée, mais je me souviens qu'on a traversé Ebersviller, Estroff, Aboncourt,
avant d'atterrir, façon de parler, d'atterrir à Gondange où on devait prendre le train. On était arrivé à Guinglange à 4 h du matin et vers 11 h, des camions militaires sont arrivés et nous ont chargés dans les camions. On n'est pas monté dans le train à Saarbrück, mais à Neunkirchen. On est parti, on ne le savait pas encore, mais en tout cas, à la fin, on est arrivé à la Thuringe. On laissait notre voiture et les deux chevaux et le poulain et la vache, on les laissait à Putigny. Derrière Putigny, il y avait un parc, on avait tout mis là-dedans. Et on est allé à Hompont. Hompont, c'était la gare où on devait prendre le train. La première étape, c'était Clouange, Rambach-Clouange. On est arrivé là le soir et on a été distribué dans des salles de danse à Clouange. On nous a dit, ben là, vous resterez un petit moment jusqu'à ce qu'un autre train se prépare pour partir plus loin. Mais on ne savait toujours pas où c'est qu'on allait. À Putigny, on était logés dans une grande écurie où il y avait déjà des gens avant nous. Donc, c'était des couchettes de paille qui étaient déjà usées. Et puis, bon, de là, on est allé à la gare de Hompont, on a été embarqué dans un train. On a repris des wagons de nouveau à la même gare, Aubervilliers, et puis on est reparti, on ne savait pas où. On est parti le dimanche après-midi. C'était un très spécial pour nous, hein. On était 2 jours en route jusqu'au mardi soir. On est arrivé. Personne ne savait où. On nous a dit qu'on ira dans le nord, dans le Pas-de-Calais. Il y a d'autres qui sont allés à Saint-Étienne, mais nous, on était destinés pour le nord. On a entendu des bruits qu'on allait vers l'intérieur de la France, hein, comme on disait ici. Nous étions seuls dans le wagon. Nous avions de la chance parce que les autres étaient très serrés presque. Nous n'avons pas été dans des wagons à bestiaux comme beaucoup de gens. Nous avions des voitures voyageurs de 3e classe avec des bancs en bois, mais on avait une place, on était à 7 dans un compartiment où on pouvait mettre 9 personnes, quoi, donc on était relativement à l'aise. Je me rappelle d'un arrêt en gare de Chalon-sur-Marne où on nous a ravitaillés en casse-croûte. Malheureusement, je n'en ai pas eu. Il y avait trop de mains qui sortaient des wagons. Imaginez-vous un wagon en bestiaux où la porte était ouverte, où il y a 50 mains qui sortent pour avoir des casse-croûtes. Hein. Quand jetais un regard par les portières, en voyant la nature un peu différente par rapport à celle de Lorraine, on voyait des citrouilles pour la première fois, par exemple. Ça, c'est des images qui me sont restées en mémoire. Et puis je me suis couché, les personnes adultes étaient debout, le wagon était ouvert encore. Puis j'ai entendu comme ils disaient « Ah, ça c'est Paris, là-bas c'est Paris ». Alors moi, Paris, la Tour Eiffel, hein. À 10 ans, je me lève, je me précipite, je regarde où c'est, quelle est la Tour Eiffel. Malheureusement, elle était à 35 km, on passait au sud de Paris. Hein. On s'est arrêté à Poitiers. Et là aussi, nous avons eu de nouveau de la nourriture pour arriver finalement à Angoulême, où nous avons été débarqués. Il y avait des haltes en cours de route où la Croix-Rouge nous a donné des boissons. Et le lendemain matin, on est arrivé dans le courant de la matinée à Lens. Et on a été répartis dans les différentes cités de Lens. D'un seul coup, j'ai entendu des personnes qui disent « Tiens, on va rentrer en Charente, département de la Charente. » Département de la Charente. Alors, ça m'est revenu que notre maître d'école nous avait dit, en cas de guerre, on sera réfugié, évacué en Charente. Et donc nous sommes arrivés à Saint-Sauvent, où là nous sommes restés une dizaine de jours également. Et là nous logions dans une vieille menuiserie désaffectée, où on logeait une trentaine de personnes, sans commodité bien sûr, sur de la paille. D'un seul coup, le train s'arrête, Roumassière-Loubert. Tout le monde descend. On est parti de Saint-Sauvent, finalement, au bout de ces 10 jours, dans la commune d'accueil de Rouillé, qui était séparée à peu près d'une dizaine de kilomètres. On était, je ne sais pas, 600, 700 personnes dans le train. Et puis on nous a conduits dans un marché couvert, le marché couvert de Roumassière, qui était assez grand, assez vaste. Il y avait des bottes de paille qu'on ouvrait, qu'on mettait par terre distribuées pour coucher dessus. On est arrivé donc en gare de Châtellerault et de là on nous a dirigés au bout de quelques minutes dans un souterrain. C'était en réalité un garage ou des box souterrains
tout près de la gare, à une centaine de mètres, avenue Clémenceau, je me rappelle encore du nom, pour y passer la nuit. Et le lendemain seulement, on a été pris en charge par des gens du village où on a été donc dirigé. D'abord parqué sur la place publique de ce village, de façon à faire le tri pour les habitants qui devaient nous accueillir. On a été choisis comme ils choisissent le bétail, vous savez. On a été accueillis, oui, par le préfet de la Vienne, le Robert Schumann. Vous allez être placés dans les villages, etc., qui se trouvent ici aux alentours de Poitiers. Alors Sierck, Saint-Georges-chez-Baillargeau, Rustroff-les-Ormes, etc., etc. On est parti en bus et on est arrivé à Saint-Georges-chez-Baillargeau. On est arrivé donc dans un village qui s'appelle Monthoiron. C'est dans le canton de Vouneuil-sur-Vienne, tout près de la future ligne de démarcation. Tout le monde nous attendait. Il y avait de toutes sortes de voitures qui nous a accueillis et conduits dans des hôtels. Parce que tous les hôtels ont été réquisitionnés de l'État pour les réfugiés. La commune avait organisé un souper pour les Roullageois là. On a mangé et là, pour la nuit, ils nous ont logés dans des granges là pour dépanner le premier jour. Rien que de nous servir une soupe à l'arrivée, nous mettre assis autour d'une table et puis manger quelque chose de chaud, c'est déjà énorme. Ça, on était bien accueillis. Et le lendemain, ils nous ont indiqué des maisons où on pouvait se rendre. Au fur et à mesure qu'ils trouvaient des logements dans Chasseneuil ou à l'extérieur, dans les villages autour, ça s'est vidé tout doucement. Il y a un monsieur qui est venu chez mon père, il a dit vous faites partie des réfugiés, oui. D'où c'est que vous venez? Ben, on vient de Sierck-les-Bains. Alors, je ne connais pas beaucoup Sierck-les-Bains, mais enfin, ça ne fait rien. Si vous venez avec moi, j'ai un petit logement à vous proposer. On est parti avec lui, et puis bon, on nous a mis un petit logement, c'était pas mal, quoi. Voilà. On avait un toit sur la tête. Hein. On a trouvé un logement dans les tanneries de Chasseneuil. Il y avait une vingtaine de familles de Sarreguemines qui logeaient là-dedans. On a départagé des cellules comme ça, avec des couvertures. On nous a attribué une maison qui était vide, mais on nous a donné que 2 pièces, une cuisine et une chambre à coucher. Et les autres pièces, on les a réservées pour des petites familles de 2-3 personnes. Si bien qu'à la fin, on était une quinzaine de personnes dans cette maison, assez à l'étroit, mais quand même logées. On avait un toit sur la tête. Pour dormir la nuit, il fallait monter des lits, les redémonter le lendemain. Nous avons été logés dans une ferme, dans une pièce. Elle était assez grande. Les premiers jours, mon frère a couché par terre. Mes grands-parents avaient un lit. Et en fin de compte, la personne qui nous avait accueillis a quand même permis que maman et moi, nous couchions dans une pièce à côté à cause des garçons. Parce que j'avais quand même 16 ans à l'époque. C'était vraiment des habitations, je ne dirais pas misérables, mais alors très très précaires. Il n'y avait même pas de cuisinière. Ma mère, en arrivant, s'est dit « mais où c'est que je vais faire la cuisine ?» etc. Ah ben il y avait une cheminée. On nous a dit « voilà, une cheminée, comment ça fonctionne ?» Avec la crémaillère. On n'a jamais vu de cheminée de notre vie, ça n'existait pas en Lorraine. Alors le Secours national nous a fourni des petites cuisinières qui nous ont servi à faire la cuisine et à chauffer les 2 pièces à la fois. Le soir même, on a encore une fois été accueillis dans une famille. Une famille, c'est beaucoup dire, c'était une femme seule et ses 2 fils étaient à l'armée. Alors, vous voyez, elle était seule et ces gens-là, ils compatissaient vraiment à notre sort, mais eux, ils étaient aussi mal logés vis-à-vis de la guerre que nous. Hein. Et leurs fils et leurs maris ont été obligés de partir pour cette guerre-là, et eux étaient obligés de nous accueillir. On n'était pas très bien accueillis. Les gens sont venus, ils se sont donné de la peine, ils ont vu, ils étaient émus un peu, et ils nous ont pris à la maison, mais ce n'était pas une question d'accueil, de vraiment accueil aimable. Nous, personnellement, comme mon père travaillait avec le maire de Rouillé, on a été logés dans le bourg même, dans une petite maisonnette désaffectée. Il y avait une cuisine et 2 chambres. Alors il y avait mes parents, ma sœur, mon frère, moi-même, et le père de mon père, donc mon grand-père paternel. On logeait à 6
dans ce petit réduit, mais qui était très bien, parce que d'autres n'ont peut-être pas eu la même chance. Un certain temps après, on a eu une maison, une villa. Ils étaient tous vides, hein, parce qu'à ce moment, les gens qui venaient en été, chacun a eu sa villa, chaque famille. 2-3 jours après, on commençait déjà à parler des vendanges, c'était pas loin, on était en mois de septembre. On se rendait compte que les gens ils cherchaient de la main-d'œuvre. Et puis, vous savez, les paysans qui avaient l'habitude de travailler toute l'année, jour et nuit, ils étaient contents de trouver un emploi et un petit revenu. On était dans un petit village, on n'était pas nombreux au point de vue réfugiés, donc on était tout simplement versés dans les classes de l'école communale. Avant de partir, j'étais au collège de Pitch. J'avais fait la 4e. Et là, il y avait un collège épiscopal à Richemont. Alors moi, je suis allé au collège toute l'année jusqu'au 16 juin, où les Allemands sont rentrés à Paris. Mais je suis resté à cette école jusqu'à vers Noël, et après Noël, je suis allé au collège à Angoulême. Alors, j'ai été complètement séparé de ma famille, parce que j'étais en pension. Comme j'avais 10 ans, j'ai joué avec les gars de mon âge, puisque dans la tannerie à Chasseneuil, il y avait 20 familles. Hein. Une fois à l'école, on nous a dispatchés dans les différentes écoles avec les Charentais, garçons et filles ensemble. On avait une école spécialement réservée aux réfugiés. Je suis allée en pension à Angoulême le 1er octobre. Et la rentrée, cette année-là, avait été reportée parce que tout n'était pas prêt. Ils étaient obligés aussi de prévoir pour accueillir tous les réfugiés qui étaient là. J'avais donc 10 ans, j'étais donc en mesure d'être enfant de chœur. Alors tous les matins, j'allais servir la messe de 39 jusqu'à 42. Je me levais à 7 h du matin pour aller servir la messe avant d'aller à l'école des réfugiés à 8 h. Et comme mon père était menuisier ébéniste, alors on lui a dit, bon, ben, vous aurez un emplacement à Poitiers. Vous allez vous déplacer, on va vous amener là-bas, et puis vous allez faire connaissance de votre futur patron. Et moi, je suis allé à l'école professionnelle de Poitiers pour préparer mon brevet industriel. Et ma mère, ben, elle restait à Saint-Georges. Et là, ils faisaient la cuisine pour tous les évacués. Moi, j'ai travaillé, j'avais 16 ans. J'ai des champs riches. J'ai fait les commissions, j'ai fait la vaisselle, puis après, j'ai fait la cuisine. J'ai appris à faire la cuisine là-bas. Moi, ben, j'allais à l'école, mon frère allait à l'école et ma sœur allait à l'école. Et mes parents, ben, pour vivre, ma mère faisait des ménages. Mon père aidait les paysans dans les travaux, les champs. Mon père étant assez âgé, a eu du mal à trouver du travail. Il avait 60 ans passés parce qu'il était né en 79. Et donc il allait donner un coup de main dans les fermes. Et pour pouvoir survivre, je dis bien survivre, on touchait ce qu'on appelle une allocation aux réfugiés. Et mon père avait été désigné comme délégué de toute la population de Neunkirchen, c'est-à-dire une centaine de personnes, pour percevoir cette allocation aux réfugiés à la perception de Châtellerault et la distribuer, la répartir. On était bien reçus, comme je vous disais, jusqu'au jour où ils ont remarqué qu'on parlait que le plate. Ils nous sont pris pour des Allemands alors. Par la suite, ils ont quand même été choqués par le fait que nous parlions encore notre patois et que c'était un patois allemand et qu'à l'époque, ma foi, la guerre était déclarée par l'Allemagne. Hein. À Sierre, on parle assez bien le français, mais il y en a beaucoup qui parlaient que le patois lorrain, un peu l'allemand aussi. Hein. Alors quand on est arrivé, hein, les Boches qui sont là, les Boches qui nous arrivent, il ne nous manquait plus que ça. Et ça a été assez de notre côté, on n'aimait pas ça, hein, parce qu'on n'était pas des Boches, un point c'est tout. Quand les gens parlaient de nous, c'était toujours les réfugiés. Ça a mis un certain temps de façon à s'intégrer, de façon plus ou moins définitive. Et les gens n'étaient pas gentils. On avait l'impression qu'ils ne savaient pas rire. C'était triste. Le maître ou la maîtresse qu'on avait nous a rectifié les se et les que et les sons et les ans et... Non, ça les fait assez rire. Hein. Les professeurs, à tour de rôle, quand ils venaient, demandaient la liste des élèves qui étaient là. Et moi, Stroman, je ne me suis pas rendu compte que je le prononçais à l'allemande et que j'aurais dû le prononcer
à la française, Stroman, parce que moi je disais Stroman, et Play, S-T-R-O-H-M-A-2-N, mais c'est pas c'est Stroman. Vous voyez les difficultés que ça posait. Les gens parlaient d'abord un allemand excellent, et nous, avec notre patois, on n'aimait pas cet allemand, qu'il était tellement... Ça faisait un peu, moi je sais tout, je suis... Hein, et vous n'êtes rien. Moi, j'ai appris le français à l'école, comme mes frères et mes sœurs, puisque mes parents ne parlaient pas le français. Moi, j'avais fait mon certificat d'études à 12-13 ans. Je savais très bien parler le français. Mais entre nous, on parlait le patois, parce que c'était inné. On n'était pas habitués à parler français entre nous. Hein. On ne le faisait pas exprès. Alors les Charentais croyaient qu'on faisait exprès de parler le plat entre nous. Alors ça a commencé à se coincer. Hein. Mais mes parents avaient quand même suivi des cours de français avant la guerre déjà, des cours du soir, pour apprendre un minimum. Ils savaient se débrouiller un peu. Il y avait des bagarres le matin, il y avait des bagarres pendant la récréation, il y avait des bagarres après l'école. Ça a duré 2-3 mois. Puis après, ils ont décidé d'ouvrir 2 classes uniquement pour les réfugiés, avec des maîtres d'école de Sarreguemines. Eux avaient aussi leur propre patois qu'il a fallu comprendre, qui n'était pas évident. Bon, les jeunes, oui, mais les personnes âgées avaient un patois. Par exemple, les mougettes, c'était des haricots. Ma mère, tous les jours, il y avait un marché. Alors, elle pouvait montrer et dire 1 kilo, demi-kilo, comme ça. Et comme ça, tout doucement, elle a appris un peu parler le français. Dans le village-là, on avait une chance inouïe. Il y avait un homme qui parlait parfaitement l'allemand et on a compris pourquoi. Il a fait la guerre de 14, il a été fait prisonnier dans les premiers jours de la guerre. Il a été comme prisonnier de guerre dans une ferme pendant 4 ans. Donc il parlait très, très correctement l'allemand et c'était le pilier pour la communication des réfugiés avec les gens du village. Notre vie familiale, domestique, était extrêmement primitive. Hein. Le WC, il n'est pas question. Le WC, c'était en bas. En bas, il y avait un genre de buanderie. Hein. Là, c'était un peu rudimentaire. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Mais c'était comme ça. Ils étaient tous à la même enseigne. C'était pas comme ici. Ils étaient un peu en arrière de ce côté-là. Dans les villas, il y avait tout dedans. C'était pas vide. Il y avait des meubles, il y avait tout dedans. Ce qui a surtout amélioré l'ordinaire, c'est qu'on a été travailler chez les paysans, faire les vendanges, etc. Mes parents travaillaient dans les champs pour aider les paysans et devaient être légèrement rétribués, soit financièrement, soit en nature avec des produits, des légumes, des choses comme ça. On était payés, mais on profitait aussi de certaines choses, du lait, des œufs, etc., que les paysans ils nous donnaient. Il y avait au village un cuisinier avec 2 ou 3 de ses ouvriers qui faisait manger pour le village de Roulin. Et c'était libre, il n'avait pas besoin de payer. Les gens envoyaient quelqu'un de la famille avec des bidons pour prendre le manger à midi et le soir, le premier mois. On a commencé par exploiter un petit jardin qui se trouvait attenant à notre maison. On a fait un peu d'élevage, quelques lapins, quelques poules aussi, parce qu'on avait l'habitude de la ferme. On vivait un peu, pas chichement, mais on n'a jamais manqué de rien. Et au début, on a vécu sur l'argent qu'on avait emmené. Et puis papa nous versait son salaire, quoi. Et alors, le 2e mois, ils commençaient à faire la cuisine eux-mêmes. Et on avait une indemnité. Qui était bien tarifée, tant pour un adulte, tant pour un enfant, tant pour un bébé. La préfecture de Poitiers, certainement d'accord avec la préfecture de Moselle, a alloué 10 francs à tous les évacués. 10 francs par jour et par personne. Jusqu'au moment où mon père a commencé à travailler, alors on n'a plus eu de subvention, alors il a eu son salaire. Ma mère avait encore un peu d'argent, parce qu'avec 10 francs, on ne reçoit plus beaucoup. Hein. Tout était cher en ville. C'était pas énorme, mais c'était un genre de petit SMIC.
La Charente, c'était pour nous quelque chose comme le bout du monde, c'était un autre monde, tout était différent. On ne peut pas s'imaginer les maisons, l'aspect des maisons, etc. Et tous les moindres détails, tout était différent. Il y avait une grande différence, parce que je prenais un petit village et Royan était une grande ville. Alors tout était différent, hein? On ne connaissait pas du tout donc les façons de vivre de cette population du Poitou, mais le niveau de vie était nettement inférieur à la Lorraine à cette époque-là. On n'avait jamais rien vu d'autre que notre village. Les gens n'avaient pas le confort qu'on aurait souhaité, bien sûr, qui existait déjà dans d'autres régions de France, et en particulier en Lorraine. Les gens là-bas, ils n'étaient pas meublés comme chez nous. C'était plus chiche, plus pauvre. Il y avait des cheminées, la cuisinière était pour ainsi dire inexistante dans beaucoup de ménages. C'était noir. Noir. Une cheminée. Bah, comme celle-là, une grande cheminée. Avec la crémaillère au milieu et le feu en dessous. Hein. Mais noir, noir, noir. Et dans la crémaillère, ils mettaient de la soupe. Dans la boulangerie, il y avait les poules et le coq sur le comptoir. Invraisemblable. Il y avait la vigne qui dominait le paysage. Et lorsqu'on a fait les vendanges, on a trouvé des pêchers dans les vignes. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On a appris à manger des escargots. La pratique religieuse était quasiment inexistante là-bas. Quand le curé est venu pour la première messe où nous étions, il était étonné de voir son église pleine. Ces gens-là étaient surpris qu'on aille le dimanche à la messe. Ils allaient à la messe uniquement le jour des Rameaux et le jour de la Toussaint. Chez nous, le cimetière, il était autour de l'église, dans le village. Et là, les cimetières, ils étaient éloignés à 300-400 mètres des villages. Les enterrements, eux, ils avaient un corbillard qui était tiré par un cheval. Chez nous, c'était des porteurs qui portaient le cercueil. Je pourrais énumérer à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Tout était différent. Le mal du pays, on l'a eu pendant 6 ans pour ainsi dire. Hein. On pensait tout le temps à la Lorraine et puis à la famille aussi qui était restée, par exemple pour nous, dans la région de Hayange, qui nous disait il faut rentrer, vous serez mieux que dans le Poitou. C'est évident qu'on vivait misérablement. Vers la fin, Sarreguemines nous manquait. Ah oui. On était très contents pour rentrer à Sarreguemines. On avait vraiment la nostalgie de la Lorraine. Sarreguemines, c'est tout. C'était tout pour moi. Pas pour moi seul, pour les autres aussi. Hein. Mais à partir de 40, évidemment, les données ont changé. On se posait vraiment des questions pour savoir quand ça se terminerait. Je ne pense pas qu'on avait franchement le mal du pays, mais on attendait les événements. Et les événements de la guerre étaient nuls pendant tout ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Il ne s'est rien passé. Du 1er septembre, depuis qu'on était parti, jusqu'au 10 mai, c'est énorme, c'est énorme. Il ne s'est absolument rien passé. Je ne peux pas dire que j'en ai tellement souffert. C'était quand même aussi la question du nouveau. Le mal du pays, on l'avait toujours. C'est long. Oui. Quelquefois on parlait de siècle, on avait un peu le mal du pays quand même. Hein, mais enfin, on s'y est fait. Alors on se fait à tout, vous savez. Hein. Nous étions là-bas, on a vécu là-bas, on n'est pas mort de faim, on avait ce qu'il fallait. Que voulez-vous d'autre? C'était triomphal, hein, ils sont rentrés à Royan, comme des rois. Avec des voitures, des motos, des sidecars, il fallait voir comment ils étaient habillés, etc. Et en même temps, on avait encore des prisonniers français qui passaient, puis des réfugiés qui arrivaient encore. C'était terrible à voir ça. On avait peur, parce que nous, les jeunes, on n'a pas connu les Allemands. On avait tellement entendu, on avait peur. Tout le monde était déprimé. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? J'ai trouvé que les gens, ils étaient naïfs. Ils croyaient que les Allemands, c'était pas des gens comme nous, quoi, des monstres qui je ne sais pas, anthropophages, etc. Il y avait des gens qui s'imaginaient des choses de ce genre-là. Les premiers soldats allemands qui sont arrivés, ils étaient relativement corrects.
Ce n'étaient pas des commandos, c'était des gens qui avaient reçu comme mission d'être corrects avec la population. Quand les Allemands étaient là, ils ont vu que c'était une armée très disciplinée. À personne, ils ont fait quelque chose. Alors on a eu un peu de confiance. Alors ma mère a dit, mais ce sont des gens comme nous aussi. C'était pas du tout ce qu'on nous racontait. Hein. Voyez-vous, on peut se tromper aussi, comme je dis, mais non, ils étaient corrects, hein, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Mais on avait quand même... C'était la première fois qu'on voyait des militaires allemands, pourtant on n'était pas loin, ici à la frontière. Il y a eu un sidcar qui venait et qui m'ont demandé le chemin. Et j'ai fait comme si je ne savais pas l'allemand. Je les entendais discuter entre eux et ils m'ont posé la question en allemand. J'ai dit « comprends pas ». Alors que j'avais très bien compris et je ne voulais pas les dépanner. Parce qu'ils étaient quand même les envahisseurs. Hein. Je les ai côtoyés, franchement. J'en ai vu un en 40, j'avais à ce moment-là 11 ans, qui m'ayant entendu parler en allemand, il m'a pris sur ses genoux en me parlant en allemand. Et il avait comme un pincement de cœur, certainement aussi une certaine nostalgie, tout comme nous, en pensant à sa famille. Et il me posait des questions. Bien sûr, on était prudents pour répondre. Je me souviens qu'ils se sont arrêtés sur la place de Rouillé. Puis nous, enfants, on allait voir. Et ils nous demandaient d'aller acheter des boissons ou des cigarettes ou des friandises. On allait dans les magasins du coin leur acheter ça et ils nous donnaient la pièce, quoi. Mais ils ne sont pas restés longtemps. J'allais dire une après-midi. Il n'y avait pas vraiment, disons, de haine vis-à-vis d'eux à ce moment-là, bien que nous avions le cœur très lourd. Mais on se posait des questions. Il y a eu très peu d'incidents, mais c'était quand même une ambiance qui était détériorée par rapport à ce qu'elle était avant. Parce que les réfugiés, ils savaient parler l'allemand et on voyait toujours les réfugiés parler avec des soldats allemands. C'était assez mal vu par les Charentais parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à avoir de contact. Ils se demandaient ce que nous, on pouvait bien leur dire. Un jour, à Chasseneuil, avec ma sœur, on allait faire des courses. Et en passant devant la gendarmerie de Chasseneuil, il y a un jeune qui était à l'école avec moi. Il sortait de la gendarmerie. Nous, on était en face, là, sur le trottoir d'en face. Il courait vers nous et nous disait « Alors, les sales boches !» Et ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi, elle m'a dit « Hau auf die Schniss !» Ich sterbe frech, hau auf die Schniss. Et comme elle avait 2 ans de plus que moi, j'ai frappé tout de suite. Hein. Puis on s'est bagarré, on a roulé par terre, et ma sœur, elle a crié, elle voulait nous séparer. Et en même temps, il y a un gendarme qui sort de la gendarmerie, qui courait vers nous, de l'autre côté du trottoir, qui nous séparait. Il dit « Qu'est-ce que c'est ça? Voulez-vous vous arrêter ?» Alors il y a son fils qui lui dit « Papa, il a frappé en premier !» Alors moi j'ai répondu, oui, il nous a traités de sales boches. Alors maintenant l'essentiel, vous avez ce qu'il a répondu, le gendarme. Mais vous êtes des boches. Il a pris son fils et il est retourné à la gendarmerie. Et ma sœur et moi, on est partis en pleurant. De rage. On a pleuré. On a vu les Allemands qui passaient, et puis on était émerveillés devant leurs motos. Ils avaient des motos avec des sidcars, ils ne faisaient pas le bruit. Et c'était les premières motos avec cardan qu'on a vues. C'était quelque chose de tout neuf. Hein. Et sur un balcon, à Jean-Éclan, il y avait des Siacois qui levaient le bras à Hitler. Hein. Alors là, terrible. La division d'Asreich, quand elle est remontée d'Oradour sur Glane pour aller en Normandie, lors du débarquement, après le débarquement donc, se sont arrêtés à Rouillé. Et je les vois encore très bien, il y avait des chars, il y avait pas mal de choses. Dans la nuit, on est venu chercher mon père. Le maire de Rouillé est venu chercher mon père avec un officier allemand pour faire l'interprète, parce qu'il voulait brûler le village. Enfin, il voulait faire des exactions. Et mon père, qui parlait parfaitement l'allemand, a donc servi d'interprète, et d'après ma sœur, ont été jusqu'à la commandature à Poitiers, et ils sont revenus, et il n'y a rien eu. Le village n'a pas subi d'exaction.
Et là, mon père a eu un grand mérite. On nous a demandé en 1940, au moment de la signature de l'armistice de Pétain, si on voulait rentrer ou rester sur place. Alors, grosse discussion entre mes parents, hein, puis nous. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah, qu'est-ce qu'on pense? On est bien ici à Poitiers. Hein. On s'est concerté plus ou moins, toute la population de Neunkirchen-les-Bouzonville et de Remmeldorf, l'annexe. Le curé du village, l'instituteur ont dit on reste sur place. Et à ce moment-là, la grosse majorité de la population a décidé la même chose parce que le curé et l'instituteur, c'était des piliers à ce moment-là. Le jour du retour d'Apac, le 29 septembre 1940, ma sœur Bernadette est née. Ma mère a accouché à Poitiers. Et de ce fait-là, on ne pouvait absolument pas partir. Mon père, comme était cultivateur, il avait ses champs, il avait sa maison là-bas. Il voulait rentrer le plus vite possible pour de nouveau remettre tout à flot. C'est la commune qui nous a fait rentrer de nouveau tous les gens. Naturellement, si on voulait rester, on pouvait rester. Papa était donc du chemin de fer, était employé au chemin de fer, et il ne possédait pas trop la langue pour pouvoir travailler à l'intérieur, comme nous disons. Hein. Alors il fallait retourner. Et puis on avait la maison. Et puis on était chez nous, là, à la maison. Hein. On venait de construire en 1933. On avait construit la maison tout neuf, hein, on va rentrer, etc. On verra bien. Alors, ma foi, on est parti. On a dit, bon, on rentre. On n'a jamais pensé à rester. Ça, nous savions tous que la Sarre, c'est notre patrie. Et pour nous, devenir allemand, ce n'était pas un problème. On rentre chez nous, dans notre maison, on va refaire notre vie telle qu'elle était avant, qu'on soit français ou allemand. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui reste, à moins qu'il a fait des affaires, qu'il a trouvé quelqu'un qui lui donnait des sous, etc. Mais je ne crois pas que les Sarrois auraient aimé rester là-bas. On voulait rentrer chez nous. On a laissé la maison. Mes parents avaient une grande maison et puis des terres. Nous, on voulait rentrer. Hein. Ah, ça allait bien. Je n'irais nulle part qu'à ça. Les Allemands, ils ont invité les Lorrains à retourner dans leur pays. Et ils ont organisé un train pour le retour. Le train partait de Lens le 15 août 1940. Et cette fois-ci, on avait droit à un train de voyageurs. On a été prévenus déjà quelque temps à l'avant qu'on allait rentrer. On avait de nouveau des bagages et tout, et des choses qu'on avait achetées. Il fallait emmener tout ça au train. Il y avait déjà la Gestapo, enfin, il y avait aussi des Allemands qui étaient là, qu'on allait monter dans les wagons, dans les trains. Et puis on est parti. C'était beaucoup mieux, avec le plaisir de rentrer déjà. Hein. Les adultes, c'était très heureux de retourner. Enfin, nous aussi, on était heureux, mais on aurait encore pu rester aussi. Évidemment, le gros problème du retour, c'était l'arrêt à Saint-Dizier. Saint-Dizier, c'était une station d'épuration, qu'on peut dire, où on était pris sous la loupe et où certaines personnes ont été refoulées. Tout le monde passait devant dans une grande salle où il y avait des flics et tout, et ils nous demandaient nos papiers, ils nous demandaient notre nom, ils nous demandaient si on était malade ou tous des trucs pour avoir le droit de rentrer. Et là, mon père est arrivé. Ihr Name, votre nom. Tout en allemand. Hein. Pierre Nenich. Das ist nicht mehr Pierre Nenich, das ist Peter. Das ist Pierre, il a dit mon père. Vous êtes de Cirque-les-Bains. Vous étiez menuisier ébéniste, vous êtes marié, vous avez un garçon et vous avez une fille, votre femme était partie avec vous, oui. On avait une famille qui avait un fils qui était aveugle, ils n'ont pas eu le droit de rentrer, ils ont dû retourner. Oui, vous n'avez rien contre l'Allemagne, absolument pas, il n'y a rien contre l'Allemagne, mais je vois ici une petite note, vous n'êtes pas du tout partisan de M. Hitler. Alors, je ne connais pas, je ne peux pas être partisan de quelqu'un que je ne connais pas. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon, vous pouvez partir. Vous aurez un laissez-passer, vous pouvez partir. Vous pouvez prendre le train pour partir. Alors, en partant, mon père a dit à ma mère, en patois, Madite, va tout mieux avec 2 mètres, camarade. Ça veut dire, Marguerite, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie?
On aurait mieux fait de rester là où on était. Là, on avait compris le régime qui écartait tout ce qui ne lui plaisait pas et que c'était un régime inhumain. Et il nous l'a parti, puis on arrive à Nouvéan, la nouvelle frontière entre la France et l'Allemagne. Et là, il y avait des cheminots de Sierre qui étaient là, qui sont venus auprès du train, et puis qui ont vu mon père. Mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Foutez le camp si vous pouvez, le plus vite que possible. Essayez de partir, parce que là-bas, c'est pas beau. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas beau là-bas. Oui, mais pas moyen. Le train était gardé, hein, on ne pouvait pas se sauver. Voilà. Et le train s'est mis en route et on est arrivé à Sierre. On a été débarqué à la gare de Delme. Et à Delme, on a été chargés sur des camions qui nous ont répartis dans les différents villages. On était là près de Sarrebourg pendant 8 jours, 15 jours. Et un après l'autre est rentré alors, parce qu'il fallait voir s'il y avait encore des maisons. On est resté 15 jours aussi là-bas, à la Neuveville. Et après, ils nous ont dit qu'il faut rentrer chez nous. Ils ont organisé des camions pour rentrer jusqu'à l'hôpital. Quand on est arrivé à Sarreguemines le soir, on a débarqué sur le quai militaire, là, près de la closerie des Lilas. Puis on est rentré à pied. On a été débarqué à Forbach et on nous a ramenés avec des camions militaires. On nous a débarqués dans le village et puis c'était fini. Quand on est rentré à la maison, évidemment, on s'est déjà posé des questions. Qu'est-ce qu'on va trouver? Et bien là, on était déçus. En passant dans la rue La Chapelle, je voyais la synagogue qui avait brûlé, détruite par des Allemands. C'est la première maison que j'avais vue qui avait détruite. On a trouvé pas mal de ruines. Notre maison, elle était bien, mais seulement elle était occupée par les Allemands. Ils en avaient fait un hôtel dans l'écurie. Ils ont monté des fourneaux et dans les pièces en bas, ils ont enlevé des murs pour faire des salles avec. La ville de Sarreguemines n'a pas été beaucoup détruite. Juste les ponts qui ont sauté, naturellement. Le village même, à Wasmar, a été détruit, on peut dire 60%. Notre maison était encore là, mais il n'y avait plus rien dedans. Il y a le chef qui avait son bureau à côté de nous. Mon père, il disait toujours aux gosses de faire du chahut. Alors, lui, il est passé dans une autre maison. Alors, on avait déjà 2 pièces. Et après, vers Pâques, on a eu toute la maison. Ils sont partis tous. La maison était barricadée avec des planches. Ils ont fermé. C'était des militaires, certainement, qui ont cloué la porte avec 2 planches. Comme ça, on ne pouvait pas rentrer. Puis mon père a arraché le ventre, on est rentré dedans. Et puis, on a retrouvé la moitié de nos meubles encore. La moitié. Les toits étaient avaient assez souffert de la guerre, mais on a pu les réparer tant bien que mal. Mais dans la maison même, il n'y avait plus rien. Tout avait été vidé, il n'y avait plus de meubles, il n'y avait rien du tout. Dans certaines pièces, il n'y avait même plus de plancher, parce qu'ils ont fait du feu. Il faisait très froid pendant cet hiver, ils ont brûlé tout ce qu'on pouvait brûler. Dans la pièce de séjour, il y avait un immense tas où les soldats avaient vidé tout ce qu'il y avait dans les tiroirs et les armoires. Ils ont tout vidé sur un tas. Un immense tas. Tout était par terre, même le lavabo était cassé. Hein. C'était pas agréable. On ne peut pas dire si c'était des soldats ou non, mais en tout cas, ça se peut aussi qu'il y avait des soldats. Il y avait encore une grande photo qui était... Là, c'était la médaille française que ma mère a eue pour les enfants. C'est la seule chose qui est restée dans la maison. Le mobilier était resté là, nos matelas étaient dans une autre maison. Les militaires, ils s'étaient organisés différemment. Tous les matelas, tous les sommiers étaient dans la même maison. Dans une autre maison, il y avait toutes les cuisinières. Alors, on a été récupérés, chacun tant bien que mal, son bien, mais il n'y avait pas grand-chose. Voilà, on était là comme des pauvres. Les débuts étaient difficiles. Il n'y avait aucun magasin. Mais on avait un avantage énorme, c'est que sous le régime hitlérien, le travail était obligatoire. Donc tout le monde avait automatiquement du travail du jour au lendemain. Il y avait une société qui reconstruisait déjà le village. Ils ont ramassé les débris qui traînaient, ils ont arrangé un peu les maisons et tout ça.
Et ils ont commencé à faire des travaux de reconstruction. Et tout le monde a trouvé un emploi. On ne pouvait absolument rien faire d'autre. Il n'y avait aucune école qui était ouverte. Si on est resté, c'est parce que mon père ne voulait pas retourner en Lorraine tant que c'était occupé et annexé par les Allemands. La sœur aînée de mon père a dit, écoute, tu es bien où tu es, le climat n'est pas bon ici, reste là-bas, tu seras aussi bien. Les 2/3 de la population sont restés là-bas pendant 6 ans, c'est-à-dire toute la guerre, quoi. On avait confiance, franchement, à ce que ça se terminerait mal pour les armées hitlériennes. Pour cette raison-là, on est donc resté jusqu'à la fin de la guerre. Cette période-là, bon, c'était formidable. C'était la guerre, mais on a manqué de rien. Nous, on était totalement intégrés à la communauté. Aucune différence. Les relations se sont très, très bien améliorées. À l'école, on était comme tout le monde. On faisait les jeux avec tout le monde. Une enfance vraiment heureuse. On s'est très très bien intégrés, on s'est mélangés, on a la récréation à l'école, le football, le sport, le dimanche. Il n'y a plus eu aucun problème. Au début, on avait perdu totalement le contact, du moins pendant l'occupation, donc de 40 à 45, ça fait déjà 5 ans. On ne pouvait pas leur écrire. Parce que ça, c'était la France et nous, on était des Allemands. En 1946, on a eu le contact, c'est que les gens qui étaient restés en Charente, ils sont revenus. Donc, on a eu des nouvelles de là-bas. En 1946, je vais dire, des amis de Rouillé, donc le fils du maire à l'époque, sont venus en voiture jusqu'à Apac, ont passé une 8aine de jours chez nous. On leur a fait visiter le coin, plus le Luxembourg et tout ça. Moi, je suis retourné là-bas assez rapidement en 1948. Donc, c'était assez proche. Et je connaissais évidemment encore à peu près tout le monde et ils me connaissaient encore. J'étais resté là-bas 2-3 jours pour avoir des nouvelles et mes parents étaient très contents d'avoir des nouvelles de tous les gens qu'ils avaient connus. J'ai toujours des contacts encore au bout de 70 ans, vous voyez, ça ne s'est pas estompé pour ainsi dire. Je suis retourné 15 ans après avec l'équipe de football de Sarreguemines qui ont été invités là-bas par des Sarregueminois qui sont restés à Chasseneuil. Pendant l'occupation, j'avais été hébergé dans une famille à Châtellerault, bénévolement, pour y passer la nuit pendant 2 mois. Et cette famille, les parents sont décédés tous les deux, et j'ai encore actuellement des contacts réguliers avec leurs enfants, leurs filles, leurs gendres, qui me téléphonent toujours pour le Nouvel An, ou que je vais voir, parce que je passe à peu près tous les 2 ans dans cette région, où je connais encore pas mal de monde. Bon, les anciennes générations ont disparu, mais ce sont maintenant les jeunes qui ont pris la relève pour m'accueillir. Et je vous assure, ça fait chaud au cœur. J'ai rencontré un footballeur que j'ai connu quand j'y étais, et j'ai rencontré le jeune homme qui habitait en face de la tannerie, avec lequel je jouais toujours. Je l'ai retrouvé, mais il ne me reconnaissait plus, moi non plus. Et puis on a raconté des souvenirs. On a des contacts, on s'écrit, on se téléphone et on descend et on monte se voir les uns les autres. Et puis là, maintenant, bon, on a un peu perdu les contacts, mais de temps en temps, on se téléphone. Et puis quand Rouillé vient à Apac pour la visite tous les 2 ans, donc bon, on se revoit un peu. J'ai retrouvé justement, il y a 1 mois, un copain à peu près de mon âge. Maintenant, c'est l'amitié, on est comme ça. Hein. On s'est encore écrit 1 ou 2 fois avec les voisins directs qu'on avait. On est même allé leur rendre visite après la guerre, longtemps après, dans les années 70, je crois. J'avais une fois écrit, on n'a pas eu de réponse. Ils sont partis aussi, eux, mais je ne sais pas où. Il y a des villages qui se sont jumelés, mais tardivement. Ils ont attendu presque 50 ans pour faire des jumelages. Pas tous, mais ça s'est fait. Ces relations qui subsistent au bout de tant d'années, c'est essentiel dans la vie d'une personne. Si c'était partout la même chose, il n'y aurait pas de guerre, je vous assure.